Bonjour Mathieu, est-ce que tu peux nous présenter les 3 vins qui pour toi représentent le mieux ton domaine? Alors bonjour Pascal, alors aujourd'hui j'ai sélectionné 3 vins que je souhaitais vous présenter. Alors il y a un Riesling Grand Cru Olbiller 2014, une cuvée Ambre 2017 et ma cuvée Rubis 2017 également. Donc en fait j'ai choisi un Riesling Grand Cru Olbiller qui est en fait un terroir que j'ai acquis en 2011 et sur lequel je travaille, qui est méconnu et que j'avais envie de mettre en avant. Voilà. Et ensuite la cuvée Ambre, c'est un assemblage que j'ai créé suite à mon installation en 2004. Et en blanc, et le Rubis qui est mon pinot noir en sélection, qui est au domaine depuis 2001, depuis vraiment mon installation. Voilà. D'accord. Allez, vas-y. Alors, on va présenter le domaine en même temps. Ouais, voilà, donc le domaine, c'est un domaine familial qui est de père en fils depuis, je suis la 12e génération, depuis 1610. Voilà, donc c'était toujours dans la famille Guiminière et on est installé donc ici au centre du village d'Eguisheim, au 33 Grand Rue, dans une maison qui date de 1561 et 1684. Voilà, donc la cave est juste en dessous, elle était en dessous de nos pieds et de l'autre côté, mais depuis 96 tout a été sorti du centre-ville parce qu'Eguisheim ça devient un petit peu contraignant. Problématique. Ouais. Voilà, puis à la base il y avait 3 hectares, aujourd'hui on en a 14. Voilà. Donc tout le domaine est en agriculture biologique officiellement depuis 2001, mais il faut savoir que ni mon père ni mon grand-père n'avaient utilisé de désherbant auparavant. Donc c'était plus une démarche administrative que agronomique. Donc on va commencer avec le Riesling Olbiller 2014. Donc le Olbiller, c'est un grand cru qui est situé sur la commune de Wunheim, avec des terroirs argilo-sableux. Donc on a des vins avec quand même de la puissance par l'argile, c'est des sols profonds, riches, mais on a quand même une belle finesse, une belle fraîcheur qui est relevée par le côté sableux et surtout le microclimat qu'on a là-bas. Il faut savoir que Wunheim par rapport à Eguisheim, on a à peu près une semaine de décalage au niveau de la maturité des raisins. C'est plus frais, plus humide, voilà. Donc quand j'ai acquis ce terroir, l'avantage aussi, c'est que j'avais vraiment 2 microclimats un peu différents. Et du coup, pour moi, ça crée un décalage au niveau de la culture. Et c'est plus facile à gérer aussi au niveau des maturités pour avoir des décalages et pas avoir tout à récolter en même temps. Surtout qu'Eguisheim est assez précoce, quoi. Et pourquoi alors à ce moment-là aller aussi loin? Parce que ça fait quand même une sacrée trotte pour toi. Alors déjà, fallait trouver... le domaine, moi j'ai repris en 2001. Et on avait 9 hectares et donc j'étais un petit peu en flux tendu, donc j'ai cherché à partir de 2006-2007 à agrandir le domaine et c'est vrai que trouver des vignes dans le secteur ici c'est pas simple et j'ai eu cette opportunité d'aller m'installer à Wunheim. J'ai pris 6 hectares d'un coup là en bas, donc c'était pas rien, donc quand on y va on n'y allait pas pour rien quoi, hein, donc ça valait le coup. Et justement, 6 hectares, j'avais l'avantage de décaler un petit peu les travaux, quoi. Hein. Parce que voilà, si on veut faire bien, il faut réussir à le faire à temps. Ce qui n'est pas toujours évident. Ouais. Et voilà. Et aujourd'hui, bon, j'ai lâché 3 hectares à Wunheim. Et de vignes AOC, j'ai gardé pratiquement que les grands crus. Et j'ai récupéré, par contre, presque 2 hectares dans le secteur, plus vers Wittelsheim-Winsenheim. Voilà, c'est pour ça qu'on a perdu 1 hectare sur la route, mais voilà. Allons-y pour ce Riesling. Donc Riesling Olbiller 14. Donc là, le vin, il est à pleine maturité, sur l'expression, on devrait vraiment... Donc là, on a vraiment le nez, le Olbiller, c'est des vins très fruités, très frais, sur la jeunesse, et là, avec ces 4 années de bouteille, maintenant on commence à avoir la minéralité qui commence à s'installer, mais tout relevé encore avec une belle fraîcheur. Pour faire du Riesling sur la région d'Eguisheim et donc là en bas, est-ce qu'il y a une différence notable en termes de tension de vin? Ou finalement c'est assez proche? Alors Wunheim, c'est des sols, comme j'ai dit, très généreux.
Donc déjà, il faut freiner la vigne, faut quand même, parce que sinon on a quand même ça. Quand j'ai goûté, avant d'investir là-bas, j'ai trouvé que tous les Old Dealers que j'ai pu goûter avaient un bon fond, une belle expression, mais souvent ça manquait un peu de concentration, quoi. Donc moi je suis passé, quand j'ai tout de suite converti les vignes en bio. La vigne elle a suivi aussi vite. C'est vrai que les premiers millésimes c'était pas simple parce que la vigne il faut qu'elle s'adapte. Mais là maintenant on est sur le 4e millésime que j'ai vinifié et le vin et la vigne elle est à peu près équilibrée. On tourne à 40 hecto-hectares, 35-40 hecto-hectares en Riesling. Sachant que j'ai quand même j'ai eu de la chance, c'est que les Riesling là-bas la moyenne d'âge c'est 30-40 ans quoi. Hein. Donc j'ai déjà des vignes assez à maturité et prêtes à faire des vins de terroir. Et le but de la question. Par rapport à ici, ouais, la différence. Alors ici, on va dire que là-bas, on a pour l'instant beaucoup moins de stress hydrique. Alors, faut faire attention parce que dès qu'il y a du sable, ça draine très vite. Mais à Bunheim, quand il n'y a plus d'eau, c'est qu'il n'y en a plus beaucoup ailleurs. Et Egisheim aussi. Le seul souci, c'est qu'à Egisheim, dès qu'il fait sec, qu'on a des sols un peu plus style l'iceberg, faut que les sols soient bien aérés, sinon ça fait tout de suite un bloc et on a plutôt eu un côté asphyxiant des racines et on a peut-être plus de risque de stress hydrique sur Egisheim que sur Bunheim à cause du sol. Après on a quand même une belle réserve hydrique sur Egisheim, donc ça va. Donc le nez est très très frais, fruité avec une belle minéralité et en bouche on a vraiment une attaque très franche, très droite. Est-ce que le fait de présenter des vins finalement de cet âge-là, parce que 2014, on trouvait un grand cru en cave, en 2014 on est plutôt en ce moment sur des 16, est-ce que c'est une volonté ou tu préfères... Alors pour moi un grand cru il doit être bu à 4-5 ans. Boire des grands crus qui ont 2 ans, 3 ans, 3 ans ça commence à aller. Ouais. Tout dépend des terroirs. Le Old Dealer, c'est un terroir qui est très expressif. Sur la jeunesse, c'est sur le fruit, c'est plus variétal. Et c'est vrai qu'à partir de 4-5 ans, on commence à avoir le côté terroir qui s'affirme, avec cette minéralité très fine, hein, très douce, vraiment le côté pierre à fusil, on part pas sur les hydrocarbures. Et et le vin commence aussi à se fondre et à se former, parce que c'est des vins qui ont des acidités très fortes comparées à ce que j'ai l'habitude d'avoir sur Egisheim. Donc on a des acidités très marquées, mais c'est vrai qu'après 4-5 ans, ça se lisse, et c'est là qu'on commence à sentir vraiment ce que le vin, il a le fond du vin et la matière du vin, quoi. Voilà. Les plus beaux millésimes que tu as eu sur ce grand cru, c'est quoi? Alors, pour toi. Après, j'ai fait Oui. J'ai fait maintenant 8 millésimes. Donc on a 2011, après c'est tous beau. Après on a eu de la grêle en 2012. J'ai eu quelques incidents climatiques là en bas. Tous les millésimes sont bons. Il suffit de savoir les apprécier, les vinifier en fonction et cultiver la vigne en fonction de cela et récolter à maturité, parce que c'est là qu'on fait la différence. Donc pour l'instant, après 15 était un peu différent parce qu'on a eu le coup de chaud et c'est des vins beaucoup plus mûrs. Sinon, dans la globalité, depuis 14, c'est vraiment super, parce que 14, c'était une année fraîche, comme on a là, avec des belles acidités. 15 est plus solaire, mais 16, 17, 18, c'est des vins qui sont dans le type. Il y a juste 15 qui dénotent pour moi pour l'instant. Après, voilà, c'est l'effet millésime, on s'est fait 2015, je crois que j'ai vendangé tout en les 15 hectares sur même pas 3 semaines, quoi. Il fallait que ça booste, ouais. Voilà, il fallait tout rentrer rapidement, quoi. Voilà, et ça, après, maintenant, je veux dire, c'est un vin qui est mûr, qui va bien avec des plateaux de fruits de mer, aussi bien des crustacés, après avec des choses iodées, ou même des plats, on peut aller sur une belle choucroute au poisson, des viandes, des volailles. Il y a une interaction, il y a de l'énergie, voilà. Il y a même du gras, hein. Oui, c'est sec, hein, donc ça permet vraiment peut-être d'aller même un petit peu chercher un peu de crème éventuellement. On peut aller sur des poissons gras, des Saint-Jacques, avec des émulsions, avec des sauces au beurre, voilà. Les vins, des fois, dans la jeunesse, ils peuvent paraître petits, mais c'est avec le temps qu'ils vont s'exprimer et qu'on va avoir tout le potentiel. Après, il faut savoir les garder et les attendre, quoi. Ça fait. Ce qui est des fois compliqué. Voilà. Allez. Allons-y.
passer au second vin, qui est donc ma cuvée Ambre. Donc l'Ambre, c'est une cuvée que j'ai créée, premier millésime 2004. Donc en fait, mon but c'était quand même de faire des vins secs, un peu toute la ligne, toute ma gamme. On essaie de faire des vins équilibrés en tout cas, même s'il y a un peu de sucre résiduel, il faut qu'il y ait un équilibre entre le sucre, l'alcool et l'acidité, et qu'on reste sur un équilibre sur la fraîcheur. Et on avait un souci avec les pinots, c'était souvent un peu rond. Alors j'avais commencé en 2004 à faire un pinot auxerrois 100% en barrique. Et le problème, c'est que au bout de 2-3 ans, je me suis rendu compte que dans le long terme, le pinot auxerrois ne tenait pas la barrique. Et donc suite à ça, à partir de 2017, j'ai fait un assemblage 50% pinot auxerrois, 50% pinot gris. Et là, on a donc l'auxerrois qui va ramener un petit peu un côté aérien, et le pinot gris qui va ramener de la puissance et de la fraîcheur. Et donc ça, c'est vinifié 100% en pièces. Donc il y a des demi-muits, il y a des barriques. Et maintenant, on reste un an d'élevage. Et la genèse du mot ambre, pourquoi ce mot? Parce que rubis, ça paraît évident. Mais en fait, c'est la déclinaison du rubis. Hein. On avait le rubis, donc qui est la pierre précieuse, et j'ai cherché à trouver une autre pierre précieuse qui représenterait un petit peu et malheureusement les pierres précieuses de cette couleur-là, elles ont des noms assez scientifiques. Ouais. Et je suis parti sur l'ambre parce que c'est un vin d'élevage. L'ambre, c'est quelque chose qui je sais pas trop comment l'expliquer là, faudrait un peu couper. Bah non, pourquoi? On est parti sur un coup de tête, l'ambre, ça m'a plu. Ouais, je sais pas pourquoi. Il y a pas vraiment d'explication, il y a pas d'histoire, c'est plutôt ambre parce que rubis, quoi. Parce que rubis, ouais. Voilà, Rubis, c'était une évidence. Voilà. Et après, il fallait chercher une déclinaison pour les blancs, quoi. Voilà. Et en fait, ils portent des cuvées, c'est une gamme. Moi, je respecte quand même un petit peu tout ce qui est tradition Alsace. Et donc là, on part sur des cuvées qui sortent un peu du commun de la tradition des vins alsaciens. Donc une bouteille un petit peu différente et un étiquetage un peu moins classique pour vraiment marquer la différence avec les gammes tradition, pour vraiment que les gens comprennent que c'est un vin d'Alsace, d'accord, mais c'est pas ce qu'on attend d'un vin d'Alsace traditionnel. Donc là, on a un nez qui est beaucoup plus sur les fruits blancs, avec un côté légèrement beurré, toasté, très gourmand. Ça n'a pas l'exubérance qu'un Riesling ou voilà, c'est un vin qui sera plus passe-partout à table avec les viandes blanches, les poissons. Souvent, c'est ce que moi je remarque, c'est que les vins d'Alsace sont trop exubérants et ils n'ont pas l'habitude et ils sont choqués. Et du coup, quand on a des vins trop fruités, ils sont perdus et ils savent plus ils savent pas quand le placer parce qu'ils ont l'habitude, pour pas citer d'autres vins blancs, un Sancerre, ça va être vraiment sur les agrumes très droits, secs, mais il n'y a pas tout ce panel aromatique qu'on a sur les Riesling, ou encore on parle pas des Gewürz, quoi. Hein. Les Chablis c'est pareil, les Chardonnay, ça reste des vins secs, légèrement boisés, et donc on reste sur le vin un petit peu plus que les gens ont l'habitude d'avoir pour placer plus un vin passe-partout, quoi. Avec malheureusement moins de la personnalité, mais moins affirmé qu'un Riesling, quoi. Et donc du coup plus facile à placer pour tout le monde, quoi. Et là on a un vin qui est vraiment très puissant, avec une énergie, une acidité qui est très relevée aussi grâce au pinot gris, mais qui est allégé grâce au pinot auxerrois. Le pinot auxerrois lui enlève la lourdeur que peut avoir un pinot gris, parce qu'un pinot gris, à maturité, ça a des potentiels quand même assez hauts, donc l'auxerrois lui ramène de la fraîcheur, et rabaisse un petit peu c'est quand même des vins, là, on est en 2017, une année assez riche, on a quand même 14 déjà d'alcool, quoi. Oh, mais ça saute pas tout de suite. C'est un vin qui est équilibré, des raisins qui sont mûrs, du coup, tout se fond,
une vinification longue, c'est-à-dire que c'est une récolte 2017 et c'est mis en bouteille 13 mois après la vendange. Donc le vin, il a le temps de se fondre, il y a l'élevage en barrique qui reste sur les lits pendant 12 mois. Enfin, le bâtonnage, il fait sa fermentation pendant 3-4 mois, tout ça, ça patine. L'exemple que je raconte souvent, c'est vous prenez du pain qui a levé en 1 heure et qui est cuit l'heure d'après, eh ben, il sera bon sorti du four 1 heure après et 2 heures après, vous avez c'est du pain dur ou du pain sec. Eh ben, les levures dans le vin, c'est à peu près la même chose. Si les levures ont le temps prennent le temps, eh ben, elles font pas que transformer le sucre en alcool, elles font du glycérol, elles font du gras, la matière, le vin se fond. Voilà. Il faut, comme tout, il faut laisser les choses se faire, il faut prendre le temps. Et alors, petite question, vigneron avec Guisem, c'est facile? Parce que finalement, comme tu le disais un petit peu avant, être au centre-ville comme toi tu es, c'est un peu compliqué, quoi. Alors c'est contraignant, déjà techniquement, pour s'il fallait rentrer un cours la vendange comme avant, je me rappelle avec mes parents, quoi, hein, quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans, dans les années 90, il n'y avait pas l'affluence dans le village, donc on pouvait circuler avec les tracteurs, on pouvait rentrer, les gens étaient respectueux, ils n'allaient pas n'importe où, ils rentraient pas partout, ils nous laissaient plus ou moins travailler. Aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose, il y a des gens qui viennent regarder, rien qu'en sécurité déjà c'est compliqué, et puis on travaille plus du tout de la même façon qu'avant, et donc fallait sortir, parce qu'on n'aurait pas eu la place, c'était trop contraignant, stockage, même pour la qualité. Avant, mon père, il vendangeait une partie à la machine, tout arrivait en benne, tout tombait dans une foule aux bennes, était monté à l'étage, parce que forcément la place était réduite, donc on bossait sur 3 étages. Tout était pompé dans le pressoir, donc il y avait déjà de la trituration. Voilà. Aujourd'hui, moi, depuis que je me suis installé, on a investi dans 2 pressoirs pneumatiques de 40 hectos, donc tout est vendangé à la main, tout est pressé en cycle long, débourbage, tout est fait statique. Enfin, moi, j'ai une cave, maintenant tout est plein pied. Voilà, c'est techniquement... après, on pourrait avoir un niveau en dessous pour éviter certains pompages, mais voilà, c'est niveau qualitatif, c'est top. Après, Guisheim, c'est sûr, on a du monde, on a de l'influence, mais ça, quand il y a du monde, ça veut dire qu'il faut être ouvert 7 jours sur 7. On n'attend pas que le client il sonne pour rentrer des vignes, parce que le client il sonne, s'il rentre dans le caveau, si 5 minutes après, il n'y a personne qui peut le servir parce qu'on est au téléphone, et ben il tourne les talons, il s'en va. Voilà, donc c'est un tout. C'est sûr qu'on va pas se plaindre, mais c'est un avantage, mais avec certaines contraintes, quoi. Voilà. Si on était dans un lieu un peu plus isolé, on aurait peut-être plus le temps de se consacrer à l'export ou à démarcher des professionnels, ou voilà, on aurait moins de personnel aussi. Voilà, je parle globalement. Ah ouais, globalement. Voilà. Comme quoi. Ça a été, ça fut. C'est vrai que dans les années 90, il n'y avait pas de souci pour la vente Guisheim. C'était un gros avantage. Les gens y rentraient, mais c'était dans tous les villages. Après, aujourd'hui, je pense que pour rester terre à terre, la vente des vins générale, elle est difficile. C'est-à-dire que les gens consomment moins, ils peuvent acheter sur Internet, peuvent acheter en supermarché. Ils achètent beaucoup en supermarché, il y a des ventes en ligne, il y a les ventes privées, il y a des clubs privés qui se forment avec des achats groupés, donc puis les gens, ils ont plus la mentalité comme avant d'avoir 240 bouteilles dans la cave, et tous les ans ils en achètent 60 de toutes régions confondues, et puis ils ont leurs vins pour l'année. Aujourd'hui les vins, les gens ils disent samedi j'ai des invités, qu'est-ce que je vais aller chercher? Ils disent je vais aller acheter chez un caviste ou au supermarché. Ils vont pas se dire ah oui c'est vrai, j'ai mes habitudes. Il y en a encore, heureusement, mais c'est de moins en moins. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui d'avoir des grands crus comme là le Riesling Olvider 2014 prêt à être consommé, pour les clients c'est bien, parce qu'aujourd'hui le client il achète, il veut le boire. Voilà. Et maintenant, nous allons passer au Ruby 2017. Donc le Ruby, c'est une sélection de Pinot Noir, une sélection parcellaire. En fait, on a des parcelles sur le lieu-dit
Strivicher, qui est juste à côté du Grand Cru Eichberg, qui reprend des sols argilo-calcaro-gréseux. C'est des vieilles vignes où j'ai un petit peu de cournouée, donc du coup on a un petit peu de milrandage, des rendements quand même assez faibles, hein. On est des petites années on est à 30 hectos, une année comme 2018 on va monter à 40-45 hectares, donc avec des belles concentrations, un travail, forcément on va tailler plus court, enfin on le travaille comme une parcelle de Grand Cru, quoi, hein. Ces pinots noirs, ils sont récoltés à pleine maturité. Je fais une macération de 10 à 15 jours avec la fermentation, avec quand même du travail de pilage pour extraire des tanins, de la couleur, et créer une belle structure. Et après, ils ont un élevage pareil comme maintenant l'ambre, un an en barrique. Ça veut dire que on les sort des barriques quand on va entonner le millésime suivant. Donc ça, les barriques, elles sont juste rincées, on n'a pas besoin de les sulfiter, elles gardent un petit peu comment on va dire, la mémoire du vin précédent, quoi, hein. Et donc du coup là-dessus on peut je vais raviner un petit peu, il y a les bactéries qui restent et tout ça, donc on a beaucoup moins de problèmes pour que les vins fassent la malo, même si elles traînent jusqu'à fin mai, fin juin, ça dépend des années. Donc là, on est sur un pinot noir quand même assez puissant. Corset, on est à 2017. C'est pas faute de vouloir vendre plus vieux, mais on n'y arrive pas. C'est que ça plaît. Moi, j'adore le pinot noir. Le pinot noir, c'est un cépage c'est pinot noir et Riesling, c'est mes cépages favoris. C'est les cépages qui sont les plus, qui représentent le mieux et qui expriment le mieux les terroirs. C'est là-dessus qu'on va vraiment sentir la différence du lieu de production. Donc là, on est sur un nez très puissant, sur des fruits noirs, la cerise noire, la mûre. Alors c'est 2017, c'est encore tout jeune, donc on a quand même un petit peu les tanins de la barrique. Alors il y a barrique et barrique. La barrique, pour moi, elle n'est pas là pour amener de la matière au vin, elle est plus là pour la lisser et pour la patiner. Là, on a à peu près, on va dire, on a 15% de fûts neufs, et tout le reste, c'est des fûts de 2 vins, 3 vins, jusqu'à 4 vins. Donc c'est plus pour patiner et fondre la matière du vin, pour le préparer. Et là, en s'ouvrant, on commence vraiment maintenant à avoir sur la finesse, l'élégance. En bouche, on a une attaque qui est tout de suite très soyeuse, mais relevée quand même avec du caractère, les tanins, mais déjà fondus, avec une belle persistance, mais qui peuvent encore, qui permettent au vin de se tenir, hein. On a fait là, j'ai des millésimes, maintenant j'en ai encore jusqu'à 2001, on a goûté des 2005, qui sont super, quoi. Je veux dire, les vins d'Alsace, il faut pas hésiter, enfin, les cuvées, tout ce qui est terroir, donc les grands crus, les cuvées travaillées où on arrive à concentrer, c'est des vins qui sont à boire à partir de 5 ans et jusqu'à 10 voire 15 ans sans souci, quoi, hein. Après, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Si on veut faire une côte de bœuf pour le rouge, par exemple, hein, une viande très puissante, c'est sûr qu'il ne faut pas attendre que le vin ait 20 ans. Il faut le boire à partir des 5 ans, quand il commence à s'exprimer. Mais après, si on veut travailler sur une sauce ou une viande un peu plus légère, et avec des pruneaux ou des choses, on peut le faire vieillir plus longtemps, quoi. Pareil pour les Riesling, hein. Un vieux Riesling, c'est super bon, mais quand il a 15 ans, on le placera pas aussi facilement. Il sera bu pour sa qualité, plus en apéritif ou pour lui-même, quoi. Est-ce qu'on peut dire que le pinot noir, c'est le cépage qui a le plus évolué dans ta gamme? Parce que le Olivier, finalement, c'est une nouveauté à part entière avec ton arrivée. Ouais. Et après, le pinot noir, est-ce que c'est un vin qui a vraiment évolué dans la gamme, ou finalement ton père avait déjà... Alors non, mon père avait essayé en 80, on a un pinot noir, il avait commencé à faire des fûts de chêne en 96, 97, mais lui, ce qu'il faisait, on récoltait tous les pinots noirs,
il faisait une cuve ou deux de macération, il assemblait le tout, et après il mettait une partie pour faire le pinot noir tradition, et après il faisait de l'élevage. Il faisait l'élevage avec une partie qu'il mettait en barrique, mais la même cuvée. Il n'y avait pas la même sélection parcellaire, le même travail au niveau de la vigne. Voilà, quand moi je suis arrivé, donc, voilà, j'ai créé. Il avait des cuvées qui existaient où lui il faisait plus après des assemblages en fonction de ce qu'il avait. On a un Gewürz qui est la cuvée qu'on avait créée pour le millénaire du pape Saint-Léon IX en 2002, et donc il avait fait un assemblage de Gewürz et de Gewürz en tardive. Pour donner un Gewürz un peu plus opulent, ben moi j'ai continué cette cuvée, mais j'ai fait une sélection parcellaire dans des Gewürz vieilles vignes que j'ai vinifié un petit peu plus sur la surmaturité. Ah ouais. Pour vraiment, donc c'est le dit Fronnenberg sur Erlisheim. Donc il avait ses idées, mais il les vinifiait d'une autre façon, à l'ancienne, quoi. Enfin, à sa façon. Et moi, forcément, aujourd'hui, le vin, on peut pas faire un vin, on peut pas. C'est comme la cuisine. On peut pas vous dire, il faut cuisiner. Si un chef, il doit faire sa carte, il fait la carte que lui il a envie, comment il la sent. Un vigneron, c'est pareil. Il peut pas dire. On peut pas lui dire, il saura faire, mais il prendra beaucoup moins de plaisir à dire, je veux que ton vin il soit vinifié comme ça, comme ça, comme ça. Si quelqu'un lui dit comment il doit faire, après il n'a plus la personnalité du vigneron. Le vin, il doit refléter ce que la pensée, ou on doit retrouver quelque chose du vigneron, l'énergie, quoi. Ouais. Et en parlant de ce vin, la dernière fois que tu as eu l'occasion de le goûter, c'était à quelle occasion? Lequel? Celui-là. Le rubis? Ouais. Ah j'en bois quand même assez régulièrement. Après, là où je suis le plus étonné, c'est souvent quand je le bois à l'extérieur. Ça veut dire quand je suis en déplacement professionnel, à l'étranger ou dans des restaurants. Et quand je suis avec des clients, on consomme quand même on met nos produits en avant. Et c'est vrai qu'on l'apprécie différemment que quand on le goûte à la cave ou au caveau, parce que là, on le goûte. Les conditions de dégustation jouent beaucoup, quoi. Et je suis souvent surpris positivement quand je les regoute ailleurs, parce que là on est malheureusement dans le commun, dans l'habituel, dans la routine, alors que quand on est avec des gens qu'on apprécie, dans une ambiance qu'on apprécie, le vin est encore plus apprécié, quoi. Et sur ça, j'ai souvent des clients qui viennent et disent on a goûté un pinot gris à tel repas avec des amis, on retrouve pas le même. Je dis c'est impossible, parce que faut retrouver la même émotion, le même vin, la même ambiance. C'est ce que je dis des fois, vous pouvez avoir le meilleur repas du monde, si vous êtes indisposé, vous avez une mauvaise journée, vous arrivez tomber des tuiles toute la journée, vous allez pas l'apprécier, parce que vous êtes fatigué, harassé, vous l'apprécierez pas. Vous avez passé une bonne journée, même un tout petit vin, un vin tout simple maintenant, on peut se faire plaisir avec un sylvaner, un pinot blanc, c'est agréable, c'est frais, c'est désaltérant, et voilà, ça suffit. Le vin, c'est un tout, et puis c'est du partage, donc tout l'environnement joue sur le vin. Tout à fait. Voilà. En tout cas, merci pour cette découverte. De rien. C'est une taille. Ok.